Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. C'est Adrien qui vous parle cette semaine. Je reprends le fauteuil de présentateur pendant que le boss se repose, mais surtout on va se préparer un podcast spécial East Coast à l'approche donc de la trêve du All-Star Game. Après s'être penché sur le cas particulier des Hawks la semaine dernière, on va essayer de faire un bilan un peu plus global de la conférence Est avec des situations qui se ressemblent un peu, d'autres des confirmations, des surprises, des déceptions forcément. Pour ça, j'accueille mes deux camarades du jour. Tout d'abord, celui que les auditeurs qui nous suivent sur YouTube ont pu voir très bien éclairé en début de podcast la semaine dernière et beaucoup moins en fin de podcast, c'est Madiane. Comment ça va, Madiane, et comment va ton éclairage ? Bah ça va, ce coup-ci j'ai mis un éclairage, je ne compte plus sur la lumière du jour. C'est peut-être sage de ta part. Et on accueille aussi de l'autre côté celui qui nous a fait remarquer la semaine dernière une stat qui m'a plutôt surprise mais qui était assez cocasse, on va dire. Cette année, Curry et Paul George égalent le nombre de sélections au All-Star Game de Joe Johnson. Donc, merci oui, Tom pour ces fun facts. Et comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. J'étais un grand fan de Joe Johnson, il fallait le rappeler. Non mais c'est un grand joueur de basket, c'est vrai que et qui méritait ses sélections All-Star Game, il faut le rappeler. Donc félicitations à Joe Johnson au passage. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la conférence Est, comme je le disais. Donc on va se faire une petite pause. N'hésitez pas à nous suivre évidemment comme d'habitude sur toutes les plateformes de podcast. Sur YouTube, on l'évoquait pour voir l'éclairage de Madiane. Et nous, on est parti pour ce tour d'horizon de l'Est dans le podcast Dunk Hebdo. La conférence Est, une conférence souvent décriée effectivement, mais qui progresse peut-être un peu. En tout cas, il y a pas mal de choses à dire pour ce début de saison, à l'approche donc de la mi-saison, de la pause pour le All-Star Break, en tout cas pour cette année un peu particulière. Et on va attaquer tout de suite avec des cas pratiques et on va commencer notamment avec justement les particularités de cette saison qui a amené des blessures, des cas de Covid qui ont porté préjudice à certaines équipes. C'est assez compliqué, on peut penser notamment aux Cavs, au Magic, les Celtics dans une certaine mesure, Alan nous le rappelle régulièrement, les Pacers peut-être également. En tout cas, il y a certaines équipes qui doivent naviguer avec toutes ces problématiques. Tom, qui pense, pour toi, quelle est l'équipe qui est le plus impactée, qui a eu beaucoup plus de difficultés, que son résultat ne reflète pas son niveau à l'heure actuelle ? Alors, je pense que l'équipe pour laquelle le niveau réel est totalement différent par rapport au roster de début de saison et de base, ce sera le Magic, parce que le Magic, ils ont eu pas mal de blessures vraiment très tôt dans la saison. Ils ont perdu Markelle Fultz, ils ont perdu aussi Evan Fournier pendant quelques matchs en début de saison, et quand on sait que c'est leur backcourt titulaire entre guillemets, et c'est eux qui amènent le plus en attaque au relais de Nikola Vucevic, je pense que c'est une équipe qui globalement, quand tu vois tout ce qu'ils ont perdu, parce que même Isaac, certes, on savait qu'il serait absent depuis le début de saison, mais ils ont fait un début de saison plutôt solide. Ils étaient bien placés sur la première semaine de compétition, et puis après la blessure a vraiment déraillé cette dynamique jusqu'à ce qu'ils soient aujourd'hui au fond du classement. Donc je pense que c'est une équipe qui a vraiment été très touchée. Après, si on parle vraiment du niveau réel, je pense que les Celtics sont peut-être vus beaucoup moins bien qu'ils ne sont à cause de leur bilan, alors qu'ils souffrent beaucoup de l'absence de Marcus Smart par exemple. C'est vrai. Pour toi aussi, Madiane, c'est le Magic et les Celtics qui ont eu le plus de mal à cause des blessures en ce début de saison. Ouais, le Magic c'est terrible pour eux parce que c'est une équipe qui est très forte avec un très fort plancher, et vraiment si tu me dis tout le monde à l'Est à armes égales, qui dans les équipes un peu qui vont être un peu juste pour les playoffs, sur qui tu mises, moi je mise le Magic souvent parce que je me dis plancher solide, il y a une base stable et ça va aller. Mais là c'est beaucoup trop pour eux, et malheureusement quand tu perds un joueur encore sans Isaac, je pense que ça aurait pu passer dans cette conférence Est, mais là c'est trop. À la fois Isaac qui avait été perdu lors de la bulle, là ils ont perdu en plus Fultz alors que ça démarrait bien. Oui, il faisait un super début de saison, Markelle Fultz. Ce joueur est maudit. Ouais. Et puis derrière, tu perds un peu d'Evan Fournier. Enfin, c'est trop compliqué. Et puis là, je pense que c'est trop. Ils vont pas y arriver, et autant open et dire tant pis, ça va pas le faire. Pour les Celtics, ils ont du mal, mais pareil. Moi, je suis pas très inquiet pour cette équipe. Du coup, Kemba a non plus pas spécialement beaucoup joué au début. Là, le niveau qu'il affiche n'est pas non plus extrêmement bien, mais peut-être qu'il faut aussi lui laisser du temps.
en tout cas, pareil, les Celtics, c'est pas non plus une équipe qui a été très épargnée ces derniers temps. Ouais, dans les équipes citées, on peut déceler 2 cas différents. On va prendre le cas des Cavs ou du Magic, où leur saison est peut-être terminée, en tout cas dans ce qui est dans l'aspect compétitif, la volonté d'aller le plus loin possible en post-season. Là où les Celtics ou une équipe comme les Pacers sont des équipes qui sont peut-être qui ont peut-être un bilan un peu plus bas, qui affichent peut-être un niveau de jeu plus bas que ce qu'on pourrait attendre avec un effectif au complet, mais qui peuvent encore se dire d'ici à la fin de la saison et au début des playoffs, on peut retrouver notre jeu et du coup créer la surprise ou aller en tout cas plus loin que ce que peut laisser penser leur jeu en cette première moitié de saison. C'est ça. D'ailleurs, les Cavs et les Pacers, ils sont reliés au trade de James Harden, où chacune des équipes a pu récupérer des pièces. On s'est rendu compte que voilà, ils ont récupéré ça a mené à d'autres problèmes dans l'effectif. Par exemple, les Cavs, ils ont récupéré Jared Allen dans le transfert. Ça a commencé à poser des questions autour d'André Drummond, de Maggie. Ensuite, ils perdent Larry Nance et ils subissent une série de défaites, 10 défaites de suite, quoi, juste avant d'avoir soupé l'hémorragie contre les Hawks. Donc, au final, le trade, même si ils ont fait un boulot dans le trade, ça a un peu déraillé et coïncidé avec un glissement en fait de leur saison, puisqu'ils avaient perdu aussi. Ils ont joué pas mal de matchs sans Sexton, sans Garland. Délavé devant, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Kevin Love, on ne sait toujours pas, alors qu'il devait reprendre il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est une équipe qui est vraiment aussi très embêtée par les blessures. C'est dommage parce qu'ils avaient fait un bon début de saison dans le siège de Sexton. Et puis les Pacers, en fait, c'est un peu les Pacers, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un peu les montagnes russes en fait, cette équipe là, et d'un soir sur l'autre tu peux avoir un visage qui est totalement différent. Et je pense que c'est une équipe qui souffre du coup, je vais pas dire qui souffre pas du départ d'Oladipo en tant que tel, mais en fait du manque d'un profil comme lui pour faire les différences. Donc c'est un profil qu'il pensait avoir en Caris LeVert, mais Caris LeVert qui a pas encore pu jouer et puis qui est encore blessé. Donc du coup je pense que c'est une équipe qu'on va peut-être redécouvrir en deuxième partie de saison quand ils vont récupérer TJ Warren et quand ils vont aussi récupérer Caris LeVert, qui va permettre des rotations beaucoup plus intéressantes. Ce que j'allais dire sur Indiana, il y a effectivement Caris LeVert qui est la compensation, on va dire, sur Oladipo, mais tu as aussi leur autre créateur pour lui-même, scoreur individuel, qui est TJ Warren, qui est aussi out. Donc à partir de là, tu perds tout de suite tes deux options offensives primaires, et tu te retrouves avec Domantas Sabonis au centre de ton offense. Et effectivement, c'est plus ou moins constant selon les soirs, n'est-ce pas, Madiane? Oui, c'est du plancher, c'est pas du plafond. On va dire que Sabonis, il produit en fait, et il produit régulièrement. Il me fait pas mal penser à ce que peut être un Vucevic pour le Magic. C'est un mec qui va être là et qui va produire, mais ce qui va faire que tu auras le feu dans ton équipe et où tu pourras avoir vraiment une belle offense, ça va être plutôt ton backcourt. Et là, en l'occurrence, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il va être là, il va produire, mais sans backcourt efficace, son impact sera forcément limité. Et bon, TJ Warren, on l'attend impatiemment, parce que je rappelle que la dynamique de TJ Warren en sortie de saison était incroyable. Nous, on attendait de voir, est-ce que c'est aussi un de ces épiphénomènes de la bulle ou pas? Stoppé net dans l'élan, il a joué que 4 matchs. En tout cas, oui, il y a des choses intéressantes, il y a des pièces qui doivent revenir. Ils ont que leur métronome en la personne de Brogdon et de Sabonis, mais c'est pas ça qui te fait monter très haut. Ça t'assure une assise. Donc ils sont pas à la rue grâce à ça, mais il faut qu'ils récupèrent leurs joueurs pour revenir au top. Même Turner aussi. Turner qui est très important dans la stabilité de la défense de cette équipe, notamment avec la présence de Sabonis qui on va dire qui est plutôt en difficulté quand il s'agit de jouer seul poste 5 défensivement, surtout que quand il joue seul poste 5 défensivement, il y a pas mal d'associations avec McDermott au poste 4, donc ça aide pas forcément à être mûr, on va dire, à joli euphémisme, à être mûr défensif. Donc du coup ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui
la force de cette équipe-là, elle est vraiment dans le nombre et en fait dans le fait qu'il y ait pas de joueurs vraiment pénalisants. Et en fait, plus ils auront de joueurs capables de jouer, et plus je pense que ça ira mieux pour eux, car ils peuvent pas se permettre en fait d'avoir des joueurs négatifs sur le terrain pour rester compétitifs tout un match. Alors pour conclure, on peut dire que effectivement bon courage aux supporters des Cavs et du Magic, ça va être plus compliqué. Pour les Celtics et les Pacers, encore un peu de patience. On va espérer que tout ce genre de pépins s'efface pour la deuxième partie de saison et que ça leur permette de retrouver en tout cas leur niveau plafond et qu'on puisse avoir les meilleures versions de ces équipes-là. On va un peu enchaîner sur les autres équipes de l'Est puisqu'il n'y a pas que 4 équipes. Pour la suite, la semaine dernière, on avait fait un focus sur les Hawks et pour aujourd'hui, Tom, tu nous as proposé un parallèle assez intéressant avec Chicago. Donc théoriquement des équipes qui ont quelques similarités, mais finalement on ne tire pas les mêmes conclusions à cette mi-saison. Est-ce que tu veux introduire cette comparaison et puis ensuite on en discute évidemment? En fait, dans la théorie, ce sont deux équipes qui sont proches, avec par exemple des joueurs qui mènent l'attaque potentiellement All-Star, avec pas mal de jeunes qui ont des minutes et qui ont des rôles importants au relais de ces stars-là. Et dans des joueurs-là, t'as des joueurs qui jouent à l'aile entre guillemets, qui jouent aussi pour un contrat. Et plus encore pour ce parallèle, il y a pas mal de vétérans qui jouent et qui ont été récupérés pour vraiment faire un cocktail gagnant de cette équipe-là et pour maintenir un niveau plancher. Donc on le voit que autant ça marche très bien le côté vétéran par exemple, autant ça marche très bien pour les Bulls, autant ça fonctionne pas ou ça peine encore à fonctionner pour les Hawks. Alors oui, on peut se dire que les joueurs des Hawks sont arrivés cette saison alors que ceux des Bulls étaient déjà dans l'effectif, à part Garrett Temple qui lui aussi est bien rentré dans le moule du collectif. Mais typiquement, ce sont deux équipes où tu te dis ça va être des équipes qui seront très fortes offensivement et qui vont être juste moyennes défensivement. Donc dans la théorie, ce sont des équipes qui sont proches, mais dans la pratique, on voit que les Hawks ont beaucoup plus de difficultés. Donc vous en avez parlé très bien la semaine dernière. Les Hawks ont beaucoup plus de difficultés et bizarrement en fait, quand tu vois le classement ne reflète pas la différence vraiment de niveau où t'as l'impression que les Hawks sont totalement à la rue. Mais quand tu prends le net rating, il y a juste 0,1 point de différence dans le net rating des deux équipes. C'est là où tu vois que ça se joue à vraiment très peu de choses. Et si les Hawks étaient beaucoup plus forts dans le clutch, peut-être qu'on en parlerait différemment. Très probablement, et comme tu le disais Tom, donc la semaine dernière il y a eu un podcast d'un Kebdo sur les Hawks avec notamment Madiane dedans, donc on vous invite évidemment à aller l'écouter. Madiane, on t'a entendu sur les Hawks, mais est-ce que tu as quand même envie de réagir à cette comparaison que Tom nous évoque avec les Bulls? Oui. Moi je trouve que la comparaison est pertinente, surtout que c'est des équipes, en tant qu'observateur extérieur, elles sont un peu frustrantes. Elles sont frustrantes parce qu'on voit plus sur le papier que ce qu'on voit, et pourtant on n'arrive pas à, c'est ce que je disais sur les Hawks, j'ai vraiment tourné et j'arrivais pas à mettre le doigt sur ok, là il y a vraiment un gros truc qui déconne et ok, je comprends pourquoi l'équipe paraît parfois être à la rue, et c'est pareil pour les Bulls. J'arrive pas à mettre un doigt sur un énorme point faible où je dis bon ok, là les gars c'est abusé, s'ils corrigent ça peut le faire. En fait, c'est plein de petites choses, plein de petits facteurs qui s'additionnent dans le jeu, dans la façon de jouer, et ça fait qu'au final, on se retrouve avec un résultat négatif. Et en fait, un des trucs, moi, chez les Bulls, qui m'intrigue pas mal, c'est un truc que j'aurais voulu voir, c'est le statut à la fin de cette saison de Lauri Markkanen et de Wendell Carter. Et ça, on n'est pas avancé. Pas avancé parce qu'ils n'ont pas non plus énormément joué, ils ont peut-être joué la moitié des matchs chacun, à peu près, et on n'est pas avancé sur leur statut, on n'est pas avancé sur comment ça peut s'articuler avec ces joueurs, qu'est-ce qu'on en fait, et ça pareil, c'est des éléments où t'as pas la réponse, et du coup je vois pas comment tu peux avancer et construire la suite. Là j'avoue, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si je suis dans le front office des Bulls, en fait je suis obligé d'attendre parce que j'ai pas mes réponses. Je vais essayer d'apporter mon élément de réponse à moi, ayant vu pratiquement tous les matchs des Bulls, avant de revenir sur cette comparaison. Effectivement, je pense que Lauri Markkanen souffre beaucoup de son absence, puisque les Bulls commencent à jouer pas trop mal, qu'on voit que il y a pas mal de line-up. Alors même Otto Porter ne joue pas, donc ça supprime également un autre ailier. Mais on fait beaucoup de...
Effectivement, top 15 shooter, autant pour moi. Et on voit que Patrick Williams prend des minutes, peut jouer poste 4 sur certaines line-up. On a donc Tadeusz Young qui joue beaucoup. Et Wendell Carter qui est revenu depuis que quelques matchs, effectivement. On a quand même un bilan positif depuis son retour, et notamment qu'il est utilisé pour sa capacité de création à partir du poste haut. Ce qui est le rôle de Tadeusz Young dans l'offense. Il a pu le voir en s'étant assis sur le banc. Et en termes de défense, Wendell Carter est notre meilleur intérieur à ce niveau-là. Et donc là, on peut voir ce qu'on peut essayer de formater autour de Wendell Carter et lui donner du temps. Lauri Markkanen perd en valeur par le fait qu'il est remplaçable. Il est remplaçable par un Patrick Williams à moyen terme. Donc, du côté des Bulls, il perd sa valeur. Après, effectivement, comme il n'a pas joué, à voir ce que vont en faire le front office. Mais c'est une question qui évoluera sur la fin de saison. Je pense que ça ne va pas bouger avant. J'ai une question intéressante, c'est est-ce que à partir du moment où tu as pris ton backcourt Coby White, Zach LaVine, tu n'as pas déjà scellé le sort de Lauri Markkanen dans cette équipe? Ah, peut-être, c'était une question qui avait... Justement, c'est une des différences avec les Hawks, la situation qu'évoquait Tom. Effectivement, tu as une jeune star sur le backcourt qui concentre toute l'offense, sauf que du côté des Hawks, c'est un meneur de jeu, d'où part... classique, ouais. Voilà, classique, on va dire, avec une création sur pick and roll, là où du côté des Bulls, c'est ton arrière, même s'il prend beaucoup plus de pick and roll, Zach LaVine, cette année. Alors, j'ai plus la stat sous les yeux et je l'ai pas noté, mais je crois que sur cette saison, il a pris plus de possessions sur pick and roll que ces 3 dernières saisons, quelque chose comme ça. C'est assez un gros changement. Effectivement, Coby White, mais la question, c'est une des questions côté Bulls. Coby White, c'est effectivement, on est sur une année, et c'est aussi la perception qu'il y avait en début de saison qui est différente. La théorie a l'air d'être un peu la même. Les Hawks, beaucoup de gens les voyaient haut, voire très très haut, voire trop haut, si vous voulez mon avis. Oui. Mais c'était le cas en début de saison. Là où les Bulls, les gens les voyaient entre 8, 10, 12, quelque part par là. On va être dans ces eaux-là. C'est à peu près cohérent. Et donc c'est ça qui change la perception. Les Bulls sont sur une année d'évaluation. Comme tu le dis, il y a des soucis de blessure. Lauri Markkanen, Wendell Carter, qui ne datent pas que de cette année, il faut aussi le dire, mais qui ralentissent un peu ça. Mais Coby White, on est sur une évaluation. Je suis pas persuadé que ça reste à la fin de cette saison l'objectif de que ce soit ton meneur principal à côté de Zach LaVine, pour différentes raisons, notamment défensives. Si vous voulez aller voir les ratings, j'avais fait un thread sur Twitter qui récapitulait un article très intéressant à ce niveau-là. Mais bref, pour ne pas trop m'étaler sur les Bulls, parce que si je me lance, je suis parti pour faire tout le podcast dessus. Effectivement, pour moi, la différence principale, elle est dans cette dynamique-là, par rapport à l'attente qu'on avait en pré-saison, et ensuite par rapport à ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire que du côté des Hawks, on a une frustration, comme tu disais, Madiane, on voyait le potentiel, ce que ça pouvait être théoriquement, ça ne fonctionne pas, et on voit que même entre eux, il y a des espèces de frictions, et c'est là que le bas blesse, on va dire. Alors que du côté des Bulls, on sent une dynamique plus positive, que ce soit dans le groupe, même dans le jeu, dans les progressions, mais il y a ces blessures, il y a des joueurs où il y a des vrais points d'interrogation, comme des Coby White, comme des Lauri Markkanen, comme tu disais. Je pense que c'est là-dessus que la différence se fait. Clairement, et puis tu vois, même en début de saison, même il y a peut-être 3 semaines, hein, on voyait plutôt les Bulls comme par exemple une équipe qui serait plutôt vendeuse à la trade deadline, c'est-à-dire qui allait tenter de récupérer des assets futurs en se séparant par exemple de Thad Young, de Top Porter, Top Shooter, ou même tu vois un autre joueur pour faire de la place par exemple à Markkanen, et essayer de générer des assets futurs pour accompagner le groupe de joueurs actuels. Et là on se demande presque est-ce que du coup ils vont pas plutôt essayer de pas se renforcer en allant chercher des joueurs, mais simplement garder les joueurs qu'ils ont là pour pouvoir faire une évaluation et essayer d'aller en playoff avec le noyau de jeunes qu'ils ont, pour voir comment ils réagissent à ce tour playoff. Et surtout que les playoffs, c'est quelque chose qui est important pour Zach LaVine, puisqu'il n'a jamais joué les playoffs dans sa carrière. Il a jamais été dans une équipe qui avait un bilan positif à la fin de la saison. Oui, c'est toujours la question qui divise aussi de ces équipes de milieu de tableau. C'est pas que le cas de cette année. Est-ce qu'on joue pour aller chercher les playoffs, pour prendre quelques matchs, mais bon, on risque de se faire sortir instantanément, ou est-ce qu'il faut tout tanker? Je pense que du côté des Bulls, alors là, ça c'est mon avis, je sais qu'il n'est pas forcément partagé par toute la famille Bulls, mais c'est le cas pour toutes les équipes dans ce type de classement. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi, comme tu dis, il faut voir les playoffs, il faut commencer à gagner des matchs, et c'est aussi un changement de culture. C'est-à-dire qu'on a assez perdu du côté des Bulls ces dernières années. C'était sympa. On a eu des pics plutôt intéressants. Il y a des bons jeunes joueurs. On a eu des pics 7, exactement. Peut-être qu'on aura encore un pick 7, on sait jamais. La loterie est bonne.
Non, mais effectivement, commencer à gagner, c'est important pour ces équipes-là. Et je pense que c'était l'objectif, comme tu disais, le parallèle entre ces deux équipes. Quand tu fais venir des vétérans, donc ça c'est le cas des Hawks cet été, et du côté des Bulls, c'est un changement de front office et de coach, mais que tu gardes ces cadres-là, que tu donnes beaucoup de minutes à Tadeusz Young, à Otto Porter, à Thomas Satoransky, à Garrett Temple, qui sont là pour, voilà, pour apprendre aux jeunes joueurs parce que du côté des Bulls, la line-up des titulaires, c'est très très jeune, et après on fait vite rentrer les vétérans pour commencer à cadrer tout ça, et c'est là qu'on commence à voir des progrès, et je pense que c'est ça la direction actuelle, en tout cas du côté des Bulls. Du côté des Hawks, c'est peut-être un peu plus compliqué. On a fait le tour ? Pas de réaction ? Allez, parce que les Hawks, on en a beaucoup parlé, on vous invite une nouvelle fois à aller écouter le podcast de la semaine dernière, et on va enchaîner sur les surprises, et ça... Alors des bonnes ou des mauvaises surprises, mais surtout, on va commencer par les bonnes plutôt. Et les bonnes, c'est notamment les Knicks, bien sûr, les Knicks, les Hornets dans une moins grande mesure peut-être, mais surtout les Knicks qui sont 4e à l'heure où on enregistre, 4e de la conférence. Alors les bilans sont très très serrés, hein, de 4e jusqu'à 10e, jusqu'à... C'est le même nombre de défaites. C'est exactement le même nombre de défaites, 17. Alors tout le monde a 17 défaites, donc c'est le nombre de matchs joués et donc de victoires, mais les Knicks ont un bilan positif. Et ça faisait très longtemps que ce n'était pas le cas. Ils sont à 18-17. Et les Knicks, sous Tom Thibodeau, une théorie. Madiane, on t'a pas beaucoup entendu sur les Bulls et les Hawks, notamment, donc je vais te redonner la parole. Tom Thibodeau, qui cristallisait certaines critiques, réserves avant la saison, force est de constater qu'il fait gagner des matchs. Est-ce que c'est un trompe-l'œil, Madiane ? Trompe-l'œil, j'irai pas jusque-là. En fait, à l'époque, il y avait deux choix. C'était Thibodeau ou un peu Atkinson. Enfin... Les choix des fans, les grands des fanbase, je sais même pas à quel point Atkinson a été considéré par le front office. En tout cas, moi, j'étais plutôt partisan de la théorie Atkinson en disant on va encore reperdre une année, c'est pas grave, mais il va y avoir du développement. Thibodeau, c'est pas ça. Thibodeau, c'est je veux gagner des matchs et je veux les gagner maintenant. On peut critiquer ce qu'il a fait dans le Minnesota. Néanmoins, ils ont gagné des matchs et ils sont allés en play-off, et que sans la blessure de Jimmy Butler, ils auraient pu très bien avoir l'avantage du terrain à l'ouest. On oublie très souvent, hein. Il faut pas avoir la mémoire courte. Ils étaient troisième avant la blessure de Butler. Ouais, et ils se qualifient certes contre les Nuggets dans un dernier match, etc. Ils étaient au-dessus avant. Ils se sont effondrés à la blessure de Jimmy Butler. La preuve à quel point il est valuable, ce joueur, je place ça. En tout cas, là, Julius Randle a pris une dimension que je n'aurais jamais attendu de ce joueur. Incroyable. C'est incroyable. Et puis voilà, il joue de manière solide. C'est pas flamboyant, mais gagner face aux Knicks te demandera d'être dans un bon jour. C'est-à-dire que toutes les équipes, et en fait le Covid aide beaucoup ça, toutes les équipes qui se pointent face aux Knicks un mauvais jour avec un ou deux joueurs qui te manquent ou un truc qui va pas, ils seront tapés immédiatement. Il y a pas de c'est les Knicks et on va passer. Et je trouve qu'ils bénéficient beaucoup de ça. C'est-à-dire que ils sont pas flamboyants, mais leur plancher est suffisamment haut qu'en fait ça empêche toute équipe qui arrive insuffisamment prête pour gagner face à eux. Et à partir de là, ils engrangent des matchs. C'est pas du trompe-l'œil, c'est la saison qui veut ça. Je suis pas sûr que ça pourrait arriver dans n'importe quelle saison, pour être honnête. Mais en tout cas, la saison veut ça. C'est-à-dire que si ton plancher est haut, tu vas gagner énormément de matchs et tu peux finir en play-off. Ils me font un peu penser aux Spurs. C'est des équipes qui ont des planchers hauts. Et si tu te ramènes un peu faible quand face à eux, voilà, tu perds. Et t'as pas le choix, tu perds. Et donc, les Knicks reprennent leur victoire. Les Knicks sont en play-off. Ça va leur faire du bien. Par contre, sont en play-off. À l'heure où on enregistre, attention. Alors, à l'heure où on enregistre, ils sont quatrième, ils ont l'avantage du terrain. À l'heure où on enregistre, évidemment, ça va peut-être se compliquer. En tout cas, moi, ce que je vois dans cette équipe-là, c'est que si la saison continue à être aussi particulière tout le long, s'il n'y a pas de grosses catastrophes, ils sont suffisamment solides pour tenir ça au long cours. C'est pas une affaire de... Ils seront pas flamboyants, mais c'est une affaire de plancher. À partir du moment c'est pas de la chance, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Et en fait, c'est pas une affaire de série. C'est que la saison veut ça. La saison veut que des équipes arrivent très faibles parfois face à toi et ils ramassent toutes les victoires qu'ils peuvent.
Pour te relancer, Tom, là-dessus, est-ce que c'est pas... c'est le contre-coup de Thibodeau. Effectivement, il t'amène une équipe qui est compliquée à battre. Ils ont leur defensive rating qui a explosé. Ils sont durs à battre. Leur plancher est haut. Le contre-coup de ça, c'est que les vétérans voient beaucoup de minutes et peut-être que certains auraient aimé voir plus de minutes pour des Obi Toppin, des Emmanuel Quickley, etc. Est-ce qu'on doit donc se réjouir de cette gestion-là et de cette saison du côté des Knicks pour toi ? En fait, je pense que la franchise est tellement désespérée que, je pense que aujourd'hui les victoires valent plus que le développement de joueurs qui seront peut-être potentiellement dans ton équipe future. Je pense que les Knicks, ils sont pas, on va dire qu'ils sont pas à 3 ans près, quoi, entre guillemets. Et en fait, parmi tous les joueurs qu'ils ont draftés, ok, t'as RJ Barrett qui joue des minutes, mais en fait RJ Barrett aujourd'hui c'est le joueur qui est pour eux et le plus important à développer. Donc Frank Ntilikina qui commence à réavoir des minutes, les Kevin Knox qui n'en a quasiment plus, Quickley qui commence à se développer et Toppin qui joue un tout petit peu. Pour les Knicks c'est pas hyper important. Pour eux c'est RJ Barrett, la progression d'RJ Barrett, et est-ce que l'équipe arrive à être bonne quand RJ Barrett est sur le terrain. Il y a une stat d'ailleurs qui est sortie qui disait que quand RJ Barrett a un plus-minus positif, l'équipe est à 17-0. Ça veut aussi dire que il est pas positif aussi souvent que ça, quoi. Ça veut dire qu'il est pas positif aussi souvent que ça, puisque ils ont quand même 17 défaites, tu vois. Donc au final, je pense que c'est quelque chose qui va être important, et en même temps le succès d'aujourd'hui, ça peut être intéressant pour justement créer une certaine dynamique aux Knicks qui manque tant que ça, en fait. Comme on l'a dit dans le podcast sur les petits entre guillemets gros marchés, on peut pas attendre d'une équipe comme les Knicks d'agir comme OKC, comme Ben l'a très bien dit. Donc je pense qu'ils ont trouvé une manière logique. Le Garden, c'est dommage qu'il soit vide, hein. Ça aurait été cool d'avoir une équipe des Knicks comme ça avec un Garden rempli, mais en tout cas on voit que les joueurs qu'ils ont dans le roster, Julius Randle l'a dit dans le podcast de JJ Redick, chaque match ils arrivent très préparés, et lui c'est la première fois qu'il est autant préparé avant d'affronter chaque adversaire. Il a les tendances des joueurs, il sait comment il réagit sur certains types de défense, il connaît les points faibles de ses adversaires directs. Donc typiquement je pense que voilà, dans le cadre de la professionnalisation entre guillemets et de la respectabilité, je pense que c'est une bonne chose que les Knicks gagnent des matchs. Et c'est sûr, et tu parlais de l'enthousiasme, effectivement, le Madison Square Garden, c'est dommage de pas pouvoir le voir, mais on voit l'enthousiasme de la fanbase des Knicks à gagner des matchs cette année. Effectivement, peut-être que ça leur fait du bien, mais je tiens à noter qu'effectivement cette professionnalisation vient avec beaucoup d'anciens Bulls, parce qu'on a Thibodeau, Taj Gibson et Derrick Rose dans cette histoire. Donc les Knicks nous en doivent une. Mais effectivement, comme tu le dis, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que New York a besoin, ça rejoint ce que tu disais, le podcast qu'on avait fait sur les gros et les petits marchés. New York a aussi besoin de redonner la confiance aux joueurs de vouloir jouer à New York. Là, on sent que les joueurs des Knicks sont plus aussi... alors le mot est très fort, mais amorphes que ce qu'ils ont pu être ces quelques dernières années, où des fois on sentait que jouer à New York, t'étais bon, finalement, t'es content parce que c'est le Madison Square Garden, mais au-delà de ça, voilà. Et là, comme tu l'as dit, comme l'a évoqué Julius Randle, les mecs sont préparés et on sent une dynamique aussi collective. Les mecs ont envie de gagner ensemble, et c'est un renouveau à New York qui, je pense, va leur faire du bien à court terme, c'est sûr, mais aussi à moyen terme. L'autre équipe qui est une bonne surprise, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Madiane. J'avais un petit point juste. Vas-y, je t'en prie. Justement parce qu'on en parlait. Alors déjà, il y a Mitchell Robinson qui joue aussi, donc il n'y a pas que Barrett. Hein. Donc Mitchell Robinson. C'est vrai. En fait, ouais, je l'ai oublié parce qu'il est blessé en ce moment, c'est pour ça que je sais plus dans le soirée qu'il joue, mais les blessés, j'ai oublié un peu. Mais tu as raison. Mais et il y a un autre point, c'est que il bénéficie aussi d'un certain effet Covid, parce que des équipes qui se ramènent pas très préparées au Garden, ça arrive pas en vrai. En vrai, il y a beaucoup de joueurs qui cochent le Garden, et le fait qu'il y ait personne, je pense qu'il y a quand même un facteur positif. C'est-à-dire qu'il y a des fois des équipes qui se ramènent face aux Knicks, où tu te demandes à quel point le match est pris au sérieux, alors que généralement il y a certaines équipes qui cochent le Garden, surtout toutes les équipes de l'Ouest, parce qu'elles y vont qu'une seule fois. Elles cochent le Garden et tu te fais défoncer en vrai quand t'es pas très solide. Donc il y a aussi cet effet-là. L'effet Covid n'est pas à sous-estimer. C'est vrai. Je pense que c'est une remarque pertinente ce que tu disais de cocher. Il y a le Garden, le fait que ce soit souvent télévisé. C'est un match à noter effectivement pour certaines équipes. Je voulais donc transitionner sur l'autre
relative bonne surprise, un peu moins surprenante quand même que les Knicks que beaucoup voyaient très très bas et qui finalement sont pour l'instant très haut, mais quand même une équipe, on croyait pas forcément à ce retour en grâce de Gordon Hayward notamment. La Melo Ball, même si nous on a son avocat principal chez Dunk Hebdo en la personne d'Alan, quand même cristallisait pas mal de doutes chez pas mal d'observateurs, et finalement eh bien ça joue à Charlotte, et ça joue plutôt bien au basket. Alors ils sont un peu plus loin, ils sont 8e, alors avec 17 défaites également, mais avec seulement 16 victoires entre guillemets par rapport aux Knicks. Mais les Hornets qui sont une autre des belles surprises de ce début de saison. Tom, est-ce que voilà, c'est un flux de talent auquel on croyait pas, mais finalement ça fonctionne? Bah en fait, c'est une équipe qui est beaucoup plus, c'est une équipe qui est l'une des plus sexy de la NBA. Enfin, on pas se rire aujourd'hui. On regarde, enfin, nous dans la conversation, on regarde beaucoup les Hornets. On regarde beaucoup les Hornets parce qu'ils sont sexy, tu vois. Tu vois, les Miles Bridges, enfin, la Melo Ball, Gordon Hayward de temps en temps, Devonte Graham quand il joue. Et puis même, t'as le facteur pétard ambulant avec Malik Monk et aussi Terry Rozier. Donc, enfin, typiquement, voilà, c'est une équipe qui est vraiment excitante à voir jouer et qui propose beaucoup de choses intéressantes. On l'a vu encore hier face à Sacramento. Enfin, les matchs dans lesquels ils sont, enfin, c'est toujours du spectacle en fait. Et c'est une équipe qui, c'est bien en fait où t'as l'impression que le plaisir que tu as à les voir jouer, ça match aussi les résultats qu'ils arrivent à obtenir. Typiquement, historiquement, c'est une équipe, notamment sur les années Kemba, les Hornets, c'était l'une des équipes les plus malchanceuses entre leur différentiel de points, c'est-à-dire leur net rating et le bilan qu'ils avaient. Et là, typiquement, t'as l'impression que ça match parfaitement, en fait, que le visuel match les résultats. Ok, pendant les mauvaises nuits, enfin, les mauvaises soirées, par exemple, face à Golden State, où c'était un petit peu plus compliqué pour eux. Typiquement, t'as une mauvaise soirée comme ça et t'as l'impression que l'équipe est horrible. Et quand tu les vois dans les bons soirs, ils sont incroyables, en fait. Donc, c'est vraiment bien qu'ils soient à ce niveau-là. Et puis, typiquement, c'est une équipe qui pourrait continuer à naviguer, comme ça, dans la conférence Est, puisqu'ils ont le 5e calendrier le plus facile jusqu'à la fin de la saison. J'ai une petite question un peu provoque sur les Hornets, mais je vais la garder. Je veux d'abord entendre Madiane, toi, ce que t'en penses. Est-ce que toi aussi t'es enthousiasmé par ce que propose Charlotte en cette première moitié de saison? Charlotte, j'adore l'équipe, et mais en fait c'est une équipe qui me fait peur. C'est que j'ai l'impression que c'est une équipe un peu de cristal, c'est-à-dire que ça peut être cool, comme ils peuvent. Enfin, j'ai vraiment l'impression que du jour au lendemain, ils peuvent passer de excitant à nul, et qu'ils peuvent en perdre 4 de suite, puis en regagner 3 derrière. Et du coup, elle me fait un peu peur. C'est-à-dire que dans une conférence Est où ça va être très grinding cette saison pour choper le strapontin en playoff, ou le play-in, moi j'ai peur qu'au moment où les places vont se resserrer, que tout le monde va un peu resserrer la garde, etc., j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui est capable de le faire. Donc j'ai l'impression qu'ils sont moins armés pour ce genre de bataille. Mais par contre, je trouve que c'est l'équipe de la saison dernière améliorée. La saison dernière, ils étaient excitants, il y avait des choses qui se passaient, et on se disait, ah quand même, on leur prédisait quand même un destin très sombre, honnêtement, après le départ de Kemba. On se disait, ah c'est cool, etc. Et ben moi j'ai l'impression que c'est encore plus cool parce qu'il y a encore plus de joueurs marrants. Et marrant. Non mais c'est vrai, tu rajoutes des joueurs excitants à avoir joué sur une base qui existait déjà. Du coup ça donne ça. Gordon Hayward, je trouve que c'est très bien de le voir à ce niveau. Ça fait du bien quelque part. En vrai, on s'est toujours demandé après sa blessure, est-ce que son niveau est toujours là ou pas? Est-ce que c'est parce qu'il est à Boston et qu'il a un rôle très différent et qu'on lui demande pas ça? Moi j'ai l'impression que du coup il a l'air d'aller très bien en fait, notre ami. Ça justifiera peut-être pas le contrat, mais bon, c'est déjà bien. Et voilà, en tout cas, l'équipe continue à se développer. Quelqu'un comme la Melo Ball, il a besoin à mon avis de ce genre de contexte pour briller. Et je pense que ça aurait été plus difficile. Je pense qu'il est bien tombé dans cette équipe-là et qu'elle lui va bien. Je pense que par exemple s'il avait atterri aux Wolves, ça aurait pas été la même chose. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc voilà, il est dans le bon, par exemple, il est dans le bon terreau et ça va bien se passer. Et je pense qu'il va apprendre à se développer. Voilà, ils ont des armes, ils ont des assets, ils développent des choses. Maintenant, à voir ce qu'ils en font, parce que mine de rien, t'as le contrat de Gordon Hayward et que normalement ta transition c'est de jouer les playoffs chaque saison avec ce type de contrat qui traîne chez toi.
Et bah tu as anticipé là où j'allais en venir, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ce Hornets? Parce qu'effectivement moi je suis comme vous, hein, j'aime beaucoup, moi Lamelo, le côté fancy qui me rappelle un peu notre ami Jason Williams sur certains moments, j'aime beaucoup en plus grand, hein, bien sûr, hein, et puis avec son compère Miles Bridges, il nous offre des actions spectaculaires. Ouais, clairement, ouais. Mais la question c'est ça, c'est Gordon Hayward comme tu le dis qui a retrouvé quand même un bon niveau de jeu, qui a un peu la caution stabilité on veut dire autour de tous les feux follets qu'il y a du côté des Hornets. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a la question Gordon Hayward et il y a la question des meneurs, parce que même si c'est très excitant d'avoir soit Devonte Graham soit Terry Rozier en feu et Lamelo Ball, au bout d'un moment est-ce que c'est possible de continuer à cohabiter à 3 comme ça sur 2 postes à moyen terme? Qu'est-ce qu'on va faire Tom avec cet effectif? Pour moi, je crois que la question ne se pose plus, hein. Devonte Graham, il sera sur le banc. Typiquement, pour moi, la question ne se pose plus, hein. Pour moi, la question ne se pose plus, puisque, Lamelo Ball, de toute façon, il est déjà meilleur et il va continuer à être meilleur. Et puis, c'est plus ce dont l'équipe a besoin. Terry Rozier, dans ce rôle-là, c'est le rôle qui est parfait pour lui et il apporte vraiment énormément, Et puis après, Gordon Hayward, tu peux avoir du Gordon Hayward sur le poste 3 et PJ Washington. Donc, pour moi, Devonte Graham, son destin, c'est d'être le sixième homme de l'équipe, quoi, de devenir un peu le Lou Williams, quoi, le joueur un peu feu follet, qui, la saison dernière, il a fait une grosse saison, en étant le meilleur score de l'équipe, quasiment, mais typiquement, c'était la seule saison de cet acabit, et on peut pas se dire que ce qu'il a montré la saison dernière, c'est son niveau, puisque cette saison, il a commencé avec un niveau totalement différent. Donc, moi, je pense que là, l'équipe fonctionne bien alors qu'il est pas là. Je pense pas que Borrego va faire des choses pour l'intégrer lui, sachant que c'est un joueur qui est aussi en fin de contrat et qui pourrait aller chercher de l'argent quelque part d'autre. Donc typiquement, moi je pense que l'équipe va rester comme ça et lui, c'est plus lui qui devra s'intégrer dans ce qui se fait aujourd'hui plutôt que l'équipe devra faciliter son retour parce qu'il croit que c'est vraiment une pièce du futur. Limite, et je me demande, est-ce que c'est pas un joueur qui serait peut-être tenté de transférer tant qu'il peut, puisque c'est un joueur qui a un contrat plutôt intéressant et qui a aussi assez matching rate à la fin de la saison et qui sera qui a voilà. Donc typiquement, est-ce que c'est peut-être pas une pièce qui seront peut-être amenés à transférer parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de lui en fait? Madiane, est-ce que tu transfères Devonte Graham? Pourquoi pas? Moi, il me fait en fait énormément penser aux questions qu'on pouvait se poser autour d'un Terrence Ross à certains moments. T'es là, tu sais pas ce que t'en fais, est-ce qu'il a un niveau pour être starter? Enfin, et ça a été très long et finalement il s'est fait trader. Moi je pense qu'il pourrait lui arriver à peu près le même destin. Moi je vois beaucoup trop de similarités entre les deux et je vois pas un énorme destin dans les Hornets, hormis en sortie de banc. Et encore, je trouve que par rapport à tout ce qu'ils ont, il est pas différent. Il apporte pas un truc différent des autres joueurs qu'ils ont. Donc pourquoi est-ce que tu prendrais une version moins bien de ce que t'as déjà, alors que tu pourrais chercher quelque chose de plus complémentaire avec les pièces que tu veux valoriser? C'est pas une pièce que tu veux valoriser outre mesure, parce que t'en as d'autres qui sont beaucoup plus intéressantes à mettre au centre de ta construction. Pour moi, son destin est en dehors de cette équipe. Ouais, je suis un peu d'accord avec vous, surtout quand en sortie de banc, comme tu disais, Tom, tu as évoqué son nom rapidement tout à l'heure, il y a Malik Monk qui a ce potentiel d'être le pétard ambulant, voilà, que tu fais rentrer sur le terrain pour mettre des puntos de son côté. Et il y a un trou quand même dans cet effectif. Il faut parler de cette rotation intérieure. C'est clair en plus avec Cody Zeller. Cody Zeller, qui est pas une foudre de guerre, mais qui est quand même un joueur NBA qui ne joue pas. Solide. C'est Bismack Biyombo et quand il sort, ton 5 c'est PJ Washington. L'autre jour, je les ai vus jouer contre les Warriors, qui sont pourtant pas ceux qui ont forcément les plus grands, les plus costauds, mais PJ Washington, il se faisait enfoncer par tout et n'importe quoi du côté des Warriors. Donc ils ont un trou à ce niveau-là. Peut-être qu'utiliser, comme tu le disais, la valeur de Devonte Graham pour récupérer un pivot qui puisse rendre service, notamment en termes de défis physiques, c'est peut-être la solution. Enfin, c'est peut-être quelque chose à envisager du côté de Charlotte sur cette fin de saison, cette free agency, cette trade deadline qui va arriver. Ouais, ce serait plutôt un pivot à long terme hein, pour le coup, hein. Pas juste les droits, pas un pivot vétéran expirant, mais plus
tu vois, moi, un projet, par exemple, je sais pas, enfin, je pense pas qu'il sera disponible, mais par exemple, Williams, Robert Williams, ça pourrait avoir du style, par exemple, Robert Williams ou Rishon Holmes, tu vois, pas typiquement, ça, c'est un joueur qui pourrait faire sens à Charlotte. Rishon Holmes, oui, totalement. Si tu vois un mec un peu vertical pour aller chercher aussi les passes d'un Lamelo, etc., ça peut être aussi cette idée. Mais en tout cas, voilà, une équipe excitante qui a en plus du matériel, des choses à faire à moyen terme. Je pense que quand on est supporter de Charlotte, on passe un bon début de saison. Puisqu'il nous reste encore un peu de temps, une vingtaine de minutes, faut quand même pas qu'on parle des mastodontes de l'Est quand même, des grosses équipes qui impressionnent de différentes façons, qui sont donc, on va les citer, les Sixers, les Nets et les Bucks principalement, qui ont eu aussi à jongler avec différentes quand même absences de temps en temps. Ça n'a pas toujours été évident. Je pense notamment aux Sixers, mais les Sixers sont très forts derrière un Joel Embiid. Messieurs, Madiane, Joel Embiid est fort, hein. MVP, peut-être. Ouais, MVP, ouais. Ouais. Et vraiment, je trouve qu'ils ont bien corrigé les conneries de l'année dernière. Vraiment. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ils avaient leur double all-in Harris Butler. Ça aurait pu gagner. Ça n'a pas gagné. Ça aurait pu, je le répète. Et derrière, ils font n'importe quoi, honnêtement. Sur l'intersaison, en plus, c'est très drôle parce que à l'époque, enfin, tout le monde était un peu haussement de sourcil en disant, d'accord, quel est le projet et qui va shooter dans cette équipe. Il y a vraiment tout le monde qui s'est posé des questions autour de ça. Et à partir du moment où t'es pas la meilleure défense de l'histoire de la NBA, tu pouvais rien faire, en fait. Et c'était pas la meilleure défense de l'histoire de la NBA. Donc tu ne faisais rien. Donc là, ils ont rééquilibré, ils ont plus de shoot, ils ont fait des bons choix, je trouve. Et Doc Rivers, mine de rien, je trouve, a un peu plus rééquilibré le jeu autour de Joel Embiid. Et là où Joel Embiid parfois ne s'imposait pas comme le monstre unique de cette équipe, là je trouve qu'il a plus les options en permanence et que c'est vraiment lui qu'on va chercher, alors que c'était pas forcément le cas avant. Et en plus, je trouve que Joel Embiid a l'air d'avoir simplifié beaucoup de choses. Et puis, ses tirs à mi-distance, enfin, c'est terrible d'avoir un mec de cette taille-là, de cette puissance-là, qui arrive à te mettre des ficelles à mi-distance. M'en parle pas. Avec une telle facilité. Oui, t'en as pris 50, je crois, dans la tête. Et en vrai, ils sont redevenus un contender sérieux à l'Est. Je dirais pas le contender parce qu'il y a une armée, un monstre à 3 têtes qui attend un peu tout le monde de pied ferme, mais je trouve qu'ils ont refait les bons choix. Et en quelques bons choix, avec le matériel de base, c'est très bon. Et j'aimerais parler d'un autre cas, Ben Simmons. Si Joel Embiid peut être MVP, il y en a un autre qui peut être défenseur de l'année. Ben Simmons, c'est très impressionnant également. Ouais, finalement, il y a des doutes autour de ce duo. Toi aussi, Tom, un peu, alors surpris, oui et non, parce qu'effectivement, il y a eu, comme disait Madiane, des corrections cet été, mais impressionné par ce début de saison des Sixers. Je pense que les Sixers, je m'y attendais. Moi, je les avais, je crois, premier ou deuxième sur mon classement. Je crois que je les avais premier ou deuxième. Pour nos puisque, prévisions. en fait, ouais, dans les prévisions, puisque typiquement, je pense que c'est une équipe qui, l'année dernière, on a retenu que le fait qu'ils étaient moyens, parce qu'en fait, ils perdaient pas mal de matchs à l'extérieur, mais on a oublié ils étaient quasiment invincibles à domicile. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, comme l'a dit Madiane, ils ont rajouté des ingrédients qui font que l'équipe fait beaucoup plus sens, et la force, et entre guillemets, la confiance qu'il y avait déjà dans cet effectif-là, est encore là. Et typiquement, on le voit cette saison avec Joel Embiid, qui était aussi notre pick, je pense, pour quelques-uns d'entre nous, notre pick pour le MVP. Typiquement, là, cette saison, il a totalement franchi un palier. Alors oui, on va me dire que, voilà, il y a certaines personnes qui disent que oui, Joel Embiid, il joue pour un contrat, s'il est All-NBA cette année, il est éligible à des VPE. Mais non, voilà, typiquement, tu sais que c'est un joueur qui, en fait, qui je pense, qui a été déçu de se faire sweeper l'an dernier par les Celtics. Et, du coup, qui est revenu cette année avec,
je dirais pas une autre mentalité, mais qui est revenu avec un objectif d'aller au minimum en finale de conférence. Donc après, moi je pense qu'en saison régulière, les Sixers ça va totalement fonctionner. Moi ce que j'attends de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer en playoff quand les équipes vont défendre Ben Simmons comme elles le défendent quand ils jouent en playoff. L'an dernier, Ben Simmons il n'était pas là. Donc du coup, on a vu que c'était un joueur important aussi quand il était absent. Et là, on a besoin de voir quand il est présent comment ça se passe. Puisque le problème des Sixers, c'était pas que ça marchait pas les deux ensemble, c'est que ça marchait pas les deux ensemble avec Al Horford. Donc cette saison, on voit qu'Al Horford n'est plus là, et puis Tobias Harris, qui est aussi un joueur important, qui aurait peut-être pu même être considéré pour le All-Star Game, qui est vraiment le liant offensif et qui est un peu le closer dans certaines situations pour eux. Donc typiquement c'est un beau mélange cette équipe des Sixers, et je pense que on peut vraiment se dire que c'est un contender cette saison. Ouais, je suis d'accord. Je rajouterais le petit nom de Seth Curry, parce que c'est ce qui a manqué aussi dans la saison de l'année dernière, c'était le départ de JJ Redick, et ils ont retrouvé ce type de joueur là qui s'acclimate très bien autour de Ben Simmons et Joel Embiid. Et effectivement, je voulais appuyer ce que disait Manian sur l'épuration du jeu de Joel Embiid. Alors épuration, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui a rendu son jeu plus moderne, c'est-à-dire qu'il a arrêté un peu plus de forcer certaines possessions de haut panier et prendre, comme tu disais, beaucoup plus de tirs à mi-distance en pull-up. Enfin, sa palette s'est élargie à la manière un peu d'un Anthony Davis, tout en gardant sa domination physique sur la plupart des match-ups et les fautes, et c'est très impressionnant. C'est sûr que on va pas me lancer sur les fautes parce que ce match à 50 points, bon voilà. Mais non, mais il a pas besoin d'être aidé par les arbitres. Il est très très fort cette année. C'est vrai qu'il faut le saluer. Mais du coup voilà, donc un des contenders effectivement à l'est. Ils sont 3. On va se garder le monstre à 3 têtes pour la fin. Un mot des Bucks, et donc de ce cher Giannis Antetokounmpo. Les Bucks qui roulent quoi, qui font ce qu'on attendait d'eux finalement. Ça va, c'est intéressant. Roule au compresseur. Allez, vas-y Madiane, parce que je crois qu'il y a eu un petit délai, je sais pas si vous avez... Madiane, je t'en prie. Ça va, les Bucks, le rouleau compresseur est en marche, ça tourne, je trouve que les intégrations sont bien, quand il manque quelqu'un, ça se voit pas sur le terrain. Ils tentent même parfois certains line-up expérimentaux, notamment je pense que face aux Clippers, tu penses pas que la lumière va venir de certains joueurs. Je trouve ils essaient des alternatives, et je pense que ça, ils ont compris que avoir un seul plan de jeu qui marche pendant toute une saison régulière, ça va pas marcher en play-off. Et là, j'ai l'impression que dans certaines fins de match, ils tentent des choses différentes. C'est pas le tout pour Giannis sur des fins de match. Ils vont tenter un peu plus d'alternance, et je trouve qu'ils ont un côté où ils ont compris ce qu'on attendait d'eux. On n'attend pas d'eux qu'ils soient tout en haut de l'Est, parce que on s'en contrefiche. On attend d'eux un rendez-vous en play-off, et un rendez-vous en play-off ce coup-ci réussi. Donc moi j'apprécie énormément ce qu'ils font, parce que ils sont très forts. Ils ont gardé un plafond extrêmement élevé. Ils sont sérieux dans les batailles face aux autres fortes équipes. Ça a souvent donné des très bons matchs, clairement. Donc moi je pense que ils sont un peu en train de naviguer sur leurs options, et s'ils arrivent avec 4-5 options différentes pour différents scénarios de play-off et les différentes équipes qu'ils auront à affronter, leur saison régulière sera réussie. Tom, toi aussi, tu salues le travail des Bucks sur cette saison, leur progression. Tu crois qu'ils peuvent faire mieux, ils seront plus forts en play-off cette année? Je pense que c'est une équipe qui fait beaucoup de tests cette saison, comme l'a dit Madiane. On les voit. Moi, c'est ce que j'ai attendu. Moi, je m'attends à ce que l'équipe soit. Moi, je m'attendais plutôt à une saison régulière un peu moins bonne de leur part, justement pour le côté test et pour pouvoir proposer des looks entre guillemets différents en playoff. Je pense que c'est une équipe qui a les moyens d'être meilleure que ce qu'elle a été, notamment avec l'apport de Jrue Holiday qui y a pas photo avec ce que pouvait apporter Bledsoe. Typiquement, Jrue Holiday, c'est un joueur qui, quand les playoffs arrivent, montre vraiment sa vraie valeur, et qui change vraiment de niveau. On se souvient de sa série où il a totalement éclipsé Damian Lillard et aussi CJ McCollum. Donc, typiquement, je pense que c'est un joueur qui va leur apporter énormément en playoff. Et à côté de ça, en fait, c'est une équipe qui a récupéré pas mal de spécialistes de certains compartiments du jeu. Donc par exemple, si ils peuvent avoir un look peut-être un peu plus
un peu plus offensif dans certaines positions, sur certaines actions. Ils vont te rajouter par exemple du Vincenzo, qui était aux Spurs. Bryn Forbes. Ouais, tu auras du Bryn Forbes, du Connaughton, qui sont vraiment des shooters vraiment référencés. Vraiment, typiquement là où la saison dernière ils avaient pas mal de joueurs streaky entre guillemets, ou de joueurs que tu ne défendais quasiment pas devant playoff quand ils étaient derrière l'arc. Là t'es vraiment obligé de faire les ordres parce qu'ils ont vraiment des shooters référencés et sérieux qui aident justement qui aident Giannis à avoir un maximum d'espace. Et puis même de l'autre côté du terrain, on voit qu'ils peuvent avoir des looks par exemple avec Torrey Craig. L'idée, je pense que eux, cette équipe-là, c'est simplement trouver le sixième joueur de complément entre guillemets derrière DiVincenzo pour jouer le look qui va correspondre au mieux à l'équipe qu'ils auront en playoff. Donc c'est une équipe qui est beaucoup plus flexible que l'an dernier, vraiment beaucoup plus flexible que l'an dernier avec le personnel qu'ils ont. Et c'est bien qu'ils fassent des tests. Je suis d'accord avec vous. Moi, il y a juste un test qui me manque si je veux mettre un petit bémol pour les Bucks, être un peu tatillon, être un peu poil à gratter. C'est que j'ai pas encore eu l'impression de les voir alors passez-moi l'expression, se mettre le cul par terre en défense. Et le système défensif avec Giannis dans les aides, je le comprends. Je comprends l'idée de comment il fonctionne. Mais il y a certains matchs où je me dis, allez, Giannis prend le gars en face en 1 contre 1. Il le fait jamais. Alors je sais que c'est un peu du basket de vieux con, un peu de raisonner comme ça, mais je pense que dans certaines joutes de playoff, c'est quelque chose qui c'est une façon de défendre qui peut être une variante intéressante et qu'il devrait tester aussi cette année. Mais effectivement, comme vous dites, l'apport de Jrue Holiday, moi je trouve ils sont très dangereux, ils font très très peur. Donc on a très hâte de les voir en playoff, de voir ce qu'ils vont pouvoir donner, notamment face à cette troisième équipe dont il faut qu'on parle, qui joue donc certes un hydre à 3 têtes, mais avec une tête qui pour l'instant est en train de roupiller. Donc on parle de monsieur Kevin Durant et donc James Harden qui est arrivé du côté de Brooklyn. Et alors là, au niveau offensif, parce qu'après, bon voilà, au niveau offensif, mais ce qu'ils sont en train de nous proposer, c'est carton sur carton. James Harden a trouvé ses marques. Kyrie Irving finalement, alors pour l'instant à 2 en tout cas, a l'air d'avoir trouvé sa place à côté en laissant le lead de l'offense à James Harden sans qu'il y ait de conflit, ce qu'on pouvait craindre au moment du trade. On vous invite également à écouter le podcast qu'on avait fait à ce moment-là. Ça fait peur, hein, non, ces Nets, Madiane? Les 3, ils sont à plus de 25 points par match. Non, c'est... Enfin, en vrai... 60% de true shooting. Non, mais c'est n'importe quoi. Honnêtement, moi, je remercie vraiment les Nets de nous offrir ça parce que je pense qu'on verra pas ça de nouveau de sitôt. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que t'as un soir, on te dit, Kevin Durant, il va pas jouer. T'as James Harden qui arrive. Tu fais, ok, oui, c'est vrai. Du coup, ils en ont encore 2. Donc, en soi, en vrai, c'est terrible. Moi, le truc, c'est que en saison régulière, ça te donne un plancher. Tu éclates tout sur ton passage et il y a pas de souci avec ça. Et même une grosse équipe qui se ramène, tu peux la battre. Moi, c'est vraiment maintenant, il faut préparer ces playoffs parce que va falloir trouver des rotations avec les 3. Je trouve que les 3 en même temps sur le terrain, ça va être pas la majorité du temps. Je pense que ça va être plutôt ça leur équilibre. Parce qu'il faut quand même pas déconner, Kevin Durant n'a pas le niveau défensif qu'il faut pour pouvoir garder les 3 ensemble sur le terrain trop longtemps. Donc là, ils ont un équilibre de rotation à trouver. Quoi qu'il arrive, tu seras très fort offensivement. Maintenant, des équipes fortes offensivement qui ont gagné le titre, j'en vois effectivement. Mais des équipes faibles défensivement qui ont gagné le titre, j'en vois pas énormément. Et finalement, l'équipe la plus faible défensivement qui a gagné un titre, elle avait Kevin Durant et c'était les Warriors. Mais ils étaient tellement au-dessus offensivement que ça pouvait passer. Mais c'était pas non plus une défense nulle. C'était une défense average. Et là, c'est la grande question que je me pose. C'est quel équilibre défensif pour cette équipe. Offensivement, j'ai compris. C'est génial et de toute façon, t'as pas besoin de faire Sciences Po ou de faire 10 000 tactiques avec ces 3 joueurs-là. Y a pas de question à se poser. C'est défensivement où là,
l'équilibre va être plus touchy à trouver, et je continue à dire que il y a des choses qui vont potentiellement bouger, et si elles bougent dans ce sens-là avec des joueurs de complément qui pourraient un peu combler ces vides-là, ça me fait très peur, les Nets. C'est la question du coup pour toi, Tom, autour de cet équilibre. Est-ce qu'ils seront assez forts pour être une anomalie, assez forts offensivement pour être une anomalie et se contenter donc de leur puissance de feu improbable comme tu le disais, ou est-ce qu'il va falloir trouver un effectif, soit un équilibre soit avec l'effectif actuel, soit en ramenant quelqu'un, notamment peut-être à l'intérieur. C'était une des pistes qu'on avait évoquées au moment du trade. C'est vrai que DeAndre Jordan comme seul pivot de métier et de niveau NBA dans ton effectif, c'est un peu court en 2021. Qu'est-ce que t'en penses de ces Nets, Tom? Moi, je pense que typiquement, c'est une équipe qui est créée pour être équilibrée sur un déséquilibre. Donc, typiquement, c'est une équipe qui sera, qui va être, je pense que c'est une équipe qui on va pas forcément regarder le classement, mais combien de points ils sont au-dessus des autres offensivement, et voir combien de points ils sont au-dessous des autres défensivement, et je pense que cette équation-là sera positive pour eux. Donc, typiquement, je pense qu'en arrivant en playoff, c'est une équipe où on entendra beaucoup le présentateur dire good defense, better offense. Good defense, better offense. Je pense qu'en fait, c'est une équipe qui va être très difficile à garder. Et est-ce que c'est peut-être pas ça la qualité la plus difficile en playoff? C'est maintenir un haut niveau d'attaque alors que tu es scruté défensivement et les équipes essaient de s'adapter. Mais en fait, typiquement, t'as pas vraiment de solution d'adaptation pour freiner cette équipe-là. Oui. Moi, je pense que t'as pas vraiment de solution d'adaptation. Donc, même un rythme ralenti va pas empêcher Kevin Durant de te mettre des points sur la tête. Non, ça veut dire que ça veut. Oui, typiquement. Et en fait, tous les joueurs qui sont autour, parce que on parle que des trois, mais typiquement quand cette équipe-là se ramène et que t'as Joe Harris qui shoot à 50% à 3 points. Il vit sa meilleure vie, Joe Harris. Voilà, exactement. Et moi je me dis qu'en fait cette équipe-là, je pense que ça sert pas à grand chose d'essayer de trouver un joueur défensif pour l'instant à jouer poste sec, parce que en gros tu vas trouver personne qui va te permettre d'équilibrer cette équipe-là. T'as aucun joueur de disponible sur le marché avec les assets qu'ils ont en leur possession qui va te permettre d'équilibrer minimum la défense. Donc je pense que ils vont peut-être partir sur un système de switch qui est le système le plus adéquat quand tu as James Harden dans ton équipe, puisque James Harden c'est pas un joueur qui court derrière, qui chasse les joueurs derrière les écrans, hein. C'est un joueur qui va défendre plutôt de face et qui va pas vraiment défendre par derrière, James Harden. Donc typiquement, je pense que c'est plutôt trouver c'est trouver un joueur qui peut dépanner à les 15 minutes, sachant qu'en playoff, je pense pas que tu pourras jouer avec un pivot classique plus de 15 minutes. Alors oui, il y a qu'est-ce qui se passe si tu dois affronter Joel Embiid, tu dois affronter les Sixers, mais t'es pas obligé de les affronter en fait. Peut-être qu'ils sont pas sur ton tableau. Madiane, j'ai vu que tu voulais réagir, ouais, vas-y. C'est quand même une des 5 pires défenses de NBA. Et ça, je suis désolé, mais c'est un fait. Mais et c'est quand même aussi bon que ton offense, tu peux pas avoir un trou. En fait, le problème, c'est que pour moi, en playoff, tu dois quand même avoir le moins de trous possible. Alors, ok, en attaque, tu trous tout ce qui passe, clairement. Mais avoir un défaut en défense risque d'annuler en fait ton efficacité offensive. Et il y a pas que Embiid, il y a Giannis, et en face il y a Anthony Davis. Il y a Bam aussi, il y a Anthony Davis. Anthony Davis, je suis désolé, mais t'auras LeBron et Anthony Davis à gérer, potentiellement. Alors ok, LeBron, tu peux peut-être trouver une solution avec Kevin Durant, mais ça veut dire que t'as Anthony Davis qui se balade et c'est DeAndre Jordan son défenseur. Et ça risque un peu de nullifier. Non mais. Jeff Green, ouais. Non mais. Imaginons dans un scénario où DeAndre Jordan prend 4 fautes dans un match. Face à Anthony Davis, ça peut t'arriver très vite. Face à Joel Embiid, ça peut t'arriver très vite. Il se passe quoi? Est-ce que c'est pas l'offensive rating de l'équipe en face qui va passer dans les astres parce que t'as personne à opposer? Moi, il me faut un Javel McGee, un mec à sacrifier. Enfin. Oui, mais tu vois, même Javel McGee, tu vois, enfin. Pour moi, Javel McGee change pas. Il va pas faire des Nets. Pas faire des Nets prétendants à la finale de conférence. Mais des mecs à sacrifier. Il faut des pièces de sacrifice en fait. Et je pense qu'il manque de pièces de sacrifice. Et c'est pas Kyrie, c'est pas Harden et c'est pas KD qui le feront. Si KD le fait, ils seront champions.
clairement. Je le dis honnêtement. Hein. Kevin Durant, bon défensivement comme il a été aux Warriors, ou même à 80% de ce qu'il a été défensivement aux Warriors, ils seront champions NBA et je vois pas ce que les autres peuvent faire. Mais à date, je partirai pas de ce principe-là et je me poserai quand même la question parce que il y en a trois. Hein. Il y a Giannis, il y a Embiid et il y a Anthony Davis qui posent sur le papier un énorme problème. On va pas répondre à ces questions tout de suite. Je pense un peu du côté de Madiane encore, parce qu'effectivement le scénario où DeAndre Jordan est en délicatesse, et tu vas pas envoyer Nicolas Claxton quoi. Ça, en playoff ça risque d'être compliqué, même si effectivement leurs performances offensives font que peut-être que tu peux y aller sur une série de 7 matchs. Ça pourrait faire du bien, mais je pense que c'est une question qu'on se reposera d'ici à la fin de saison. On aura le temps de voir ça. Le fait est en tout cas que les Nets sont impressionnants, surtout ces derniers jours où ils ont enchaîné combien de victoires, je les ai plus en tête, j'avais noté, mais c'était assez impressionnant en mettant un différentiel moyen autour de plus 20 là. Mais merci les Nets, hein. On vit un truc incroyable. Alors, on vit un truc assez incroyable, et les joueurs de streetball doivent beaucoup aimer. À toi, à moi, et puis ça part dans la stratosphère. C'est effectivement, juste pour finir, parce qu'on approche déjà de l'heure de podcast, mais il faut quand même qu'on mentionne les quelques équipes qu'on n'a pas trop citées, notamment celles qui ont un peu galéré, puis finalement arrivent dans une dynamique qui est plutôt pas mal, et la trêve va peut-être un peu couper leur élan. On pense donc aux Wizards, ça va un peu mieux, aux Raptors et aux Heat notamment. Est-ce qu'ils vont quand même pouvoir garder cette dynamique Tom, comment tu sens ces trois équipes en quelques mots? Je pense que les Raptors c'est un peu décevant ce qui leur arrive. Typiquement là ils étaient bien remontés, et puis là on a des rumeurs autour de Kyle Lowry, et puis ils sont frappés par le protocole entre guillemets Covid. On a vu que voilà, c'est une équipe où Scariolo a dû coacher, puisque le coaching staff était out quoi. C'est la première fois que je vois ça où le coaching staff est out dans le protocole de sécurité Covid. Donc typiquement peut-être que ça va peut-être leur permettre de recharger les batteries, mais c'était vraiment sur un gros run, et j'ai peur que par exemple après le All-Star Game, c'est une équipe qui peine vraiment à reprendre sa marche en main, puisque il y a eu beaucoup de changements à digérer, l'arrivée à Tampa, le départ de Ibaka et de Gasol, les pivots qui ne donnaient pas satisfaction, et du coup là on est passé sur Pascal Siakam qui joue carrément le pivot, et même Norman Powell qui était mauvais en début de saison, qui là a fait beaucoup de bien en titulaire, et qui est là pour combler les trous. Donc typiquement je pense que c'est une équipe qui peut peut-être souffrir, c'est une équipe qui a eu pas mal de difficultés dans le clutch cette saison, et donc je pense que voilà, ça se joue à pas grand chose, et c'est dommage qu'ils aient leur élan coupé. Le Heat, je pense que c'est totalement l'inverse. Je pense que la coupure va leur faire du bien pour pouvoir vraiment recharger les batteries. Alors oui, ils restent sur 6 victoires de suite, mais typiquement eux, ils ont eu pas mal de problèmes au début de saison. Le Covid, les absents, et puis les joueurs qui ne répondaient pas totalement, et puis ils ont jamais pu ils ont eu énormément de starting five différents. Spoelstra a dû pianoter à chaque fois sur dans son effectif. C'est une équipe où il y avait Max Strus qui jouait quoi. Faut se rendre compte de ça, hein. C'est une équipe qui faisait jouer Max Strus et Gab Vincent. Donc typiquement ils ont eu beaucoup de problèmes, et là je pense que la trêve va leur faire énormément de bien pour pouvoir repartir en deuxième partie de saison, vu qu'ils n'ont pas de All-Star cette saison, mais ils vont bien partir le couteau entre les dents pour un dernier run. Et puis les Wizards, on a Russell Westbrook qui est redevenu un petit peu lui-même. C'est plus le joueur du début de saison, et du coup il a totalement amélioré le plancher de cette équipe-là. Diane, même chose, rapidement, qu'est-ce que tu penses de ces trois équipes, même si je pense que Tom a fait un joli détour. Moi, j'ai pas d'inquiétude pour le Heat. Les difficultés, on en avait parlé avec Ben à un moment dans un épisode. Les difficultés qu'ils avaient, Jimmy Butler avait joué 7 matchs. Ça avait aucun sens, honnêtement. Donc voilà, moi je les vois récupérer, et je suis pas inquiet par la pause. Je pense que vraiment, c'est même mieux. Ils vont pouvoir vraiment récupérer toute leur force et repartir à la reprise. Les Raptors, ça coupe un peu. En fait, c'est plutôt les élans qui seraient coupés, notamment pour les Wizards ou les Raptors,
où là je me demande à quoi l'équipe va ressembler, notamment parce que les Raptors, en vrai, j'ai l'impression que c'est vraiment très fragile. S'ils ont réussi à avoir, donc ils ont un truc, ils ont réussi à se ressaisir, ils ont quelque chose, mais tu sens que il suffit de pas grand chose pour que ça reparte dans l'autre sens. Il suffit vraiment de pas grand chose. Donc moi les Raptors m'inquiètent par rapport à ça. En tout cas, c'est sûr que depuis à peu près la moitié des matchs, la dernière fois dont on en a parlé, à peu près depuis la mi-fin janvier, là on a vraiment une équipe beaucoup plus solide. Pour ce qui est des Wizards, moi j'ai l'impression qu'ils vont courir en permanence, mais ça va être très difficile pour eux. Ça va être très difficile parce que ils ont vraiment pas le luxe de perdre beaucoup de matchs là encore, et remonter pour aller choper un strapontin, ça va être difficile. Par contre, en vrai, en play-in, ils sont les plus dangereux, je pense. Moi, je pense que le Heat ira pas. Le Heat, il y aura pas de souci. Et du coup, je vois que l'équipe la plus dangereuse du play-in pourrait être très vite les Wizards, parce que c'est une affaire de grands garçons ce genre de match, et ils en Bradley Beal est un très grand garçon. Et Bradley Beal est un très grand garçon. Donc, Big Panda, ouais, clairement. Donc pour moi les Wizards, s'il y a bien un truc qu'il faut, c'est que si jamais faut les voir en play-in, et s'il faut les jouer en play-in, fuyez vite, parce que il se peut que ça tourne pas très bien. Mais en tout cas, les voir dans le top 8, ça me paraît difficile, parce que vraiment le retard qu'ils ont pris, même si on est à l'aise, même si ça a l'air serré, etc., ça te laisse tellement pas de luxe de perdre des matchs, et on a le Covid, et en vrai il suffit d'un protocole Covid pour Bradley Beal pour que tu enregistres 3 défaites de suite. Ouais, moi je vais conclure un peu, je suis un peu d'accord avec vous, c'est là où on est moins inquiet pour Miami que pour les deux autres, c'est que les deux autres ont l'air d'avoir trouvé un équilibre assez fragile, et vous parliez, il y a la coupure effectivement, et puis tu viens de l'évoquer, Madiane, on est en année Covid, il y a aussi des blessures qui arrivent régulièrement cette année, hein, on le voit bien, et c'est vrai que c'est des effectifs plus courts. Du côté des Raptors, c'est surtout l'équilibre. Du côté de Washington, c'est que tu dépends très fortement donc d'un Beal qui est énormissime. Donc on touche du bois pour lui évidemment. Westbrook qui retrouve un peu son basket comme tu disais Tom, mais si un des deux est touché, c'est derrière tu es très très vite limité. Donc effectivement ça tient après à grand chose, mais on espère quand même pour ces trois équipes que la dynamique pourra continuer après la trêve. On va pas pouvoir s'étendre beaucoup plus longtemps puisque on a bien dépassé l'heure et qu'après on va se faire gronder par le chef. Mais c'est un podcast assez intéressant sur tout ce tour de la conférence Est. Il se passe beaucoup de choses cette année. C'est une saison intéressante sur plein d'aspects. Alors effectivement, il y a des soucis de blessures malheureusement, mais il y a aussi au niveau basket, il y a des tests, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on ne reverra peut-être jamais, avec notamment les Nets, comme tu disais, Madiane. J'espère que vous avez tous apprécié ce tour de la conférence. N'hésitez pas à réagir avec nous sur les réseaux sociaux pour poursuivre la discussion. Moi, je pourrais parler Bulls pendant des heures. Je pense qu'il y a plein de sujets qu'on a effleurés, qu'on aurait aimé pouvoir approfondir encore un peu, mais en tout cas, on a essayé de faire le tour le plus général. Comme je le disais en début d'épisode, vous pouvez nous retrouver bien sûr, comme toujours, sur toutes les plateformes de podcast, Podcast Addict, Apple Podcast, avec les petites étoiles évidemment, n'oubliez pas. Sur YouTube, on essaye de faire ça le plus souvent possible, le plus rapidement possible également. Et puis écoutez messieurs, merci à vous, on va se retrouver évidemment très vite pour un nouvel épisode. Je sais pas si on ira voir à l'Ouest, si on va parler des All-Stars, il y a encore plein de choses à dire cette saison, donc on vous préparera vite un nouvel épisode. Merci beaucoup messieurs, et à bientôt. À bientôt. Salut.